Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, une grève de la faim. Un soutien à la grève du SLEG. Le bloc libéral, à l'initiative du mot d'ordre, réclame l'ouverture des classes et la démilitarisation de l'AX. Ce n'était qu'une simple annonce à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Justice pourrait convoquer les responsables des coordinations de la Basse-Côte et du Fouta. Cheikh Sako s'est exprimé à l'Assemblée, une volonté exprimée qui suscite des réactions à Conakry. Deuxième défaite de l'équipe guinéenne dames de handball au Congo-Brazzaville. Elle a perdu face à l'équipe hôte de cette CAN. Je vous le disais à l'instant, la militarisation des quartiers, la crise dans le secteur éducatif. Fayami Limono n'en peut plus. Il a entamé ce mercredi une grève de la faim qui va durer 4 jours, accompagné de ses militants. Nous l'avons rencontré à Gamal où il est installé avec les membres de son bureau et certains militants de son parti. Il bénéficie de l'accompagnement d'une équipe de sécurité et de médecins. Mamadou Saliouba et Alseni Kamara. Ils avaient d'abord menacé d'entamer une grève de la faim si l'État ne démilitarise pas les quartiers et si les enfants ne reprennent pas normalement les cours. Le délai passé, Fayami Limono et quelques-uns de ses militants ne renoncent pas. Les voici à Gamal, décidés de ne rien manger parce que les cours sont perturbés, parce que certains quartiers de la capitale sont aussi militarisés. Ça fait 2 mois et quelques que nos enfants ne vont pas à l'école. Et pendant ce temps, le président de la République a racheté ou a commencé à racheter des concerts, comme pour dire à nos enfants, j'ai de l'argent pour que vous alliez danser, mais je n'ai pas d'argent pour que vous alliez à l'école. Ça, c'est un crime. Cette fois, ce n'est pas la rue, mais une grève de la faim. Et l'initiative est bien saluée. Quelques cadres du pays viennent les féliciter, eux qui disent être là pour prévenir des violences. Durant l'occupation de Ngomé, on a enregistré des cas de viol de femmes. On a enregistré, n'est-ce pas, un vandalisme, le vol. On a détruit même les forages qu'on avait mis dans cette agglomération. Avec la militarisation de certains quartiers de Conakry, Fayami Limono ne prévient pas que de violences. Il voit venir un moyen d'empêcher un 3e mandat. Il dénonce un régime violent et qui oblige l'opposition à être violente. Cette tente-là était étalée exactement à l'esplanade. On est venu nous déguerpir de là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'il ne soit pas violent sous le régime d'Alpha Condé? Pour attirer l'attention, ils seront là toute la journée et toute la nuit pendant 4 jours. Une équipe de sécurité et de médecins est mise en place en cas de malaise. Le président du bloc libéral et ses militants s'étaient installés sur l'esplanade du stade du 28 septembre, mais ils n'ont pas duré sur les lieux. Ils avaient été déguerpis par les autorités avant de trouver place derrière la cour de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Justement, par rapport à cette grève, certains enseignants paient les frais et durement. En plus d'un gel de salaire, beaucoup se voient arrêtés et jugés. Le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation a été suspendu dans son école. Il se dit plutôt préoccupé par la situation de ses collègues détenus. Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré. Il est suspendu de son établissement scolaire où il est en poste pour son adhésion à la grève des enseignants. Mais Salif Kamara, secrétaire général de la FSPE, a d'autres préoccupations. La détention de 40 enseignants qui, comme lui, observent le mot d'ordre de grève. Les enseignants sont jugés condamnés. Les enseignants vivent mal. Les enseignants sont pourchassés comme des animaux. Les enseignants, je pleure pour ces enseignants. C'est ce qui me préoccupe. Il y a de cela 2 mois que les élèves ne suivent pas les cours. Gouvernement et syndicats, chacun campe sur sa position et l'issue est presque incertaine. Vous savez, j'ai toujours dit que nous vivons dans un pays. C'est un pays, c'est un État. Donc c'est un État. Le Premier ministre n'est que le représentant du peuple.
Et quand nous prenons la Constitution guinéenne dans son article 39, alinéa 2, et c'est dit là-bas que le Premier ministre est le seul garant de la paix. La grève est un droit légitime, la seule arme à la disposition des travailleurs pour revendiquer leurs droits. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont en grève ne perçoivent pas de salaire. Autre chose, dans ce journal, le gouvernement guinéen envisage le financement de plusieurs projets dès le début de l'année prochaine. Cette volonté passe forcément par la collaboration avec le secteur bancaire, d'où la tenue d'une réunion entre les professionnels et les responsables des départements des finances qui souhaitent émettre des emprunts obligatoires. La synthèse avec Djibril Ba et Abou Koria Kourouma. C'est une rencontre initiée pour la première fois entre les banquiers et les responsables de l'économie. Un tête-à-tête qui veut exprimer une autre nature de relation pour l'accélération du processus de développement de la Guinée. Les départements des finances envisagent de vendre par le biais de la Banque centrale des obligations à de nombreux secteurs qui peuvent être source de mobilisation des ressources internes. L'émission d'obligations que nous allons vendre auprès des banques. Mais pas seulement les banques, parce qu'il y a d'autres cibles que nous visons, notamment les sociétés minières et les entreprises nationales ou les entreprises étrangères opérant en Guinée. Au cours de la concertation, le ministre des Finances a fait part aux professionnels des banques des efforts entrepris par l'État dans le cadre du remboursement des créances depuis le mois de juin. Aussi, il est parti du constat de l'amélioration du cadre institutionnel, notamment le financement des marchés publics, la mise en place bientôt d'un tribunal de commerce. Nous le ferons en termes classiques, nous le ferons aussi avec cette fois-ci des mécanismes de leverage. C'est-à-dire qu'on va identifier certaines recettes sûres de l'État, sur la base desquelles on va faire le mécanisme de leverage qui va lever des fonds pour financer. L'engagement du secteur bancaire est donc vivement sollicité car les dernières statistiques bancaires sont peu encourageantes chez les pays au sud du Sahara. Ça a permis de rassurer le secteur bancaire quant à la disposition de l'État à respecter ses engagements et véritablement à être en partenariat avec le système bancaire. Par le passé, des emprunts obligataires ont montré des succès, a fait remarquer Mamadi Camara. L'année 2019 est selon lui une opportunité de collecter un montant plus élevé pour répondre aux attentes de développement de la population. Des travaux de rénovation sur l'autoroute ralentissent la circulation depuis quelques jours. Ces travaux se passent au niveau du camp Carrefour jusqu'au marché de Yimbaya, dans la commune de Matoto. Ce mercredi, les usagers de ce tronçon ont fortement subi l'impact de ces travaux en cours. Certains malades n'y ont pas échappé. Ouminatou Sidibé et Ibrahim Assouma ont fait le constat suivi. La réfection de cette route perturbe le trafic sur le long de l'autoroute jusqu'à Yimbaya. Ce constat laisse un climat de psychose et crée des bouchons interminables. Une seule voie ouverte pour les usagers. Ces travaux de réfection sont contraignants. C'est l'avis de ce conducteur de taxi coincé il y a presque 3 heures qui ne manque pas de propositions. Puis ça fait 2 heures du temps, nous sommes sur l'embouteillage. Bon, ça va pas du tout quand même. Moi je viens de la ville, je viens jusqu'à Dubreka comme ça, mais ça ne va pas du tout. Cet autre apprécie les travaux de réfection, mais pense que les autorités auraient dû procéder à une large sensibilisation de la population afin de prendre leurs dispositions. Cet embouteillage, c'est maintenant que nous le constatons, il n'y a pas eu une bonne communication là-dessus. Sinon on aurait pu prendre nos dispositions. À savoir, si moi je le savais, j'aurais pu sortir à 4h30, à 5h du matin, et beaucoup d'autres personnes auraient pu faire comme nous. Il faut savoir anticiper sur les choses. Si nous anticipons sur les situations, il n'y aura pas cet embouteillage. Regardez avec la vétusté des véhicules, c'est des pannes, on passe son temps utile sur la route, on est dans un désagrément total. La journée, elle est gâchée. Même cri de cœur chez cette dame. Elle doit se rendre à l'hôpital. Aujourd'hui, on a trop souffert la circulation, puisque depuis 9h moins, nous sommes sur la circulation et ça bouge même pas, vous voyez même.
Je devrais aller à l'hôpital me consulter, me retourner, venir faire mon travail encore, mais ça m'empêche. Je ne suis pas parti me consulter, faire mes examens, je suis là dans le véhicule. Les riverains de cette route se réjouissent pour cette réflexion. Alors, ce programme de reconstruction des routes s'étendra à d'autres axes de la capitale et de l'intérieur du pays. Tenu ce mercredi au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique de la première réunion d'un comité de pilotage du projet urbain dénommé Eau-de-Guinée. L'objectif de cette rencontre était d'informer les membres du dit comité sur la portée de ce projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars, compte rendu Idriss Sabari et Aliouba. Le projet urbain Eau-de-Guinée est une initiative des autorités guinéennes dont le but est d'améliorer les conditions d'accès à l'eau potable pour satisfaire le besoin des populations guinéennes. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars, ce projet sera exécuté selon 3 composantes qui sont l'eau en milieu urbain à travers l'acquisition des équipements et la réhabilitation du réseau de distribution de la SEG, l'assainissement en milieu urbain qui sera exécuté par la Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et enfin le renforcement institutionnel et la gestion du projet. L'objectif de cette première réunion du comité de pilotage, c'est l'introduction du projet auprès de tous les membres du comité de pilotage afin qu'ils puissent avoir une connaissance vraiment approfondie de toutes les composantes et de tous les contours, afin qu'ils puissent donner la meilleure orientation pour sa mise en œuvre. La Guinée, par le passé, a déjà bénéficié de financement de la Banque mondiale pour le secteur de l'eau. Ce nouveau projet a pour objectif d'accroître considérablement l'accès de la population à des services améliorés d'eau et d'assainissement de Conakry et d'augmenter la performance opérationnelle de la SEG. Le projet portera sur l'ensemble des installations depuis Grande Chute, Yesoulou, jusqu'à Conakry. De toute façon, c'est un projet qui prendra une part, qui améliorera une part du déficit, mais qui, au-delà de la composante physique, fera une composante institutionnelle jusqu'à la réforme du secteur de l'électricité et de l'eau. La durée du projet est de 5 ans et à terme permettra de réduire considérablement la pauvreté et de promouvoir la prospérité partagée. Il vise aussi à réduire l'exposition des populations à l'eau non potable et l'absence d'hygiène au niveau de dizaines de milliers de Guinéens. En région, après un mois d'opération, la campagne d'extraction de munitions a pris fin ce mardi 4 décembre à Kankan, en présence des autorités administratives de la région. Ces munitions sont issues d'anciens stocks de l'armée guinéenne. Malik Sangana Kamara, Ibrahim Assori Kamara nous signent ce reportage. Ce n'est pas un bombardement, plutôt un champ de destruction de 165 tonnes d'anciens stocks de munitions laissés à l'abandon dans plusieurs zones d'enfouissement au camp Soundiata Keita de Kankan. L'opération se déroule à 5 km de Koumban, une sous-préfecture située à 35 km du centre-ville de Kankan. Ces sites d'enfouissement d'armes représentaient un danger non seulement pour les militaires du camp Soundiata Keita, mais aussi pour toute la population de Kankan. C'était une menace réelle. Une menace non seulement pour nos soldats qui sont au camp, mais une menace pour la population civile de Kankan. Aujourd'hui, cette menace est effacée de nos mémoires. Le cas qui constituait, après Kindia, le plus de danger, c'était le site de la 3e région militaire. C'est dans ce sens qu'en 2017, on est venu faire une évaluation pour voir quelles sont les voies et moyens à entreprendre de façon à réaliser cette année un chantier dans les meilleures conditions. Ce projet de déminage a été une réussite selon la mission de l'Union européenne. Cette opération a permis de sécuriser définitivement le site et de prévenir tout risque d'explosion majeure sans aucun incident enregistré. On est très content d'avoir participé à cette action ensemble avec le gouvernement de la Guinée et aussi avec les experts français de Civipol qui sont venus, qui ont aidé au gouvernement réellement de faire cette action et qui ont aussi fait un transfert à travers d'une formation. Les objectifs sont atteints, la pollution
à les résorber. Les fouilles ont été totalement investies. On a extrait 165 tonnes de munitions sur l'ensemble des 2 fouilles. Cette opération de destruction a été menée grâce à l'appui financier de l'Union européenne à hauteur de plus de 4,6 milliards de francs guinéens et de la France pour 114 714 €, avec une participation en dotation de matériel et équipement des forces de défense et de sécurité guinéennes pour un montant de 100 000 €. Je vous le disais également en titre à l'annonce du ministre de la Justice de convoquer les responsables des coordinations de la Basse-Côte et Alipoulard suscite des interrogations. Bon nombre de citoyens rencontrés par nos reporters pensent que ce n'est pas au ministre de la Justice de le convoquer, mais plutôt le procureur de la République qui devrait engager une poursuite judiciaire contre ces 2 hommes. Par ailleurs, il dénonce les propos ethnocentriques et violents tenus par ces 2 sages. Alseni Bari et Yacouba Traoré ont promené leur micro à Kaloum. Suivez. D'abord, les citoyens condamnent les propos de ces 2 sages, notamment les responsables de la coordination Alipoulard et de la Basse-Côte. Selon ceux qu'on a pu rencontrer, ce sont des propos qui incitent à la haine et à la violence. C'est des propos irresponsables, c'est des propos qui ne vont pas dans le sens de la construction de la nation guinéenne. Je trouve ça anormal. Il ne devrait pas tenir certains propos face à certaines personnes. Au lieu de soulever la haine, aller promouvoir la haine, il faudrait qu'on se donne la main afin de conjuguer le même verbe pour que nous puissions aller de l'avant. Ces coordinations devraient plutôt œuvrer pour maintenir un climat de paix et de stabilité en Guinée, seul gage pour le développement, expliquent ces jeunes. Tu ne peux pas demander aux investisseurs de venir chez toi si tu ne prônes pas la paix, tu ne prônes pas la stabilité. Et ceux qui sont censés défendre et instaurer cette stabilité dans le pays sont les premiers, excusez-moi du terme, à foutre du bordel. Une coordination, leur objectif c'est la paix, parce que ce sont des personnes sages. Et une personne sage, son objectif c'est quoi? C'est d'essayer de faire la paix, quelle que soit la façon dont ça va coûter la paix, c'est la paix, ils n'ont qu'à passer par ça. En ce qui concerne la convocation annoncée de ces 2 leaders d'opinion, ils fustigent et estiment que c'est au procureur d'engager une poursuite judiciaire. Ce n'est pas le rôle d'un politique, hein. Un ministre est un homme politique. Il est là aujourd'hui, il va quitter demain. Mais la Constitution, elle reste. Elle est au-dessus du président de la République. C'est le procureur en principe qui devait se saisir de ce dossier. Quand tu tiens un propos, parce que c'est prévu par le code pénal, l'ethnocentrisme est combattu par nos textes de loi. Le régionalisme est combattu par nos textes de loi. A noter qu'aucune loi ne réglemente le fonctionnement des différentes coordinations régionales du pays. Plusieurs autres voix s'élèvent pour demander la mise en place d'une coordination nationale dans laquelle sera représentée toutes les autres coordinations. Parlons culture à présent. Après plusieurs années d'absence sur la scène musicale du pays, Seattle No signe son retour avec This Train, un album composé de 11 titres avec un style musical varié qu'elle compte sortir ce jeudi 6 décembre dans la salle des congrès du Palais du Peuple. À cette occasion, l'artiste a animé une conférence de presse ce mercredi pour annoncer les couleurs de l'événement. Présent à la maison de la presse, Alpha Omar Baldé et Ibrahima Souma nous signent le compte-rendu. Après sa sortie en France le 26 janvier 2018, couronné par un grand spectacle au New Morning, This Train sera livré ce jeudi 6 décembre au public mélomane guinéen. Dans cet album, la lauréate du prix RFI 2011 se permet une évasion et s'envole avec délice sur tous les genres musicaux qu'elle affectionne. Du reggae, de l'électro, du soul, du funk. Sur ses sonorités, elle délivre comme à ses habitudes ses messages et son énergie. Les chansons que moi je fais, ce n'est pas des chansons qu'on écoute dans toutes les boîtes de nuit. Je me sens très mal en train d'oublier les personnes qui me ressemblent. Donc j'utilise ma voix, mes chansons pour les dire que je suis une mère, je suis leur grande sœur, on est tous pareils, on se ressemble beaucoup, mais ce n'est pas facile du tout la vie, mais il faut s'accrocher. Rendez-vous est donc pris pour le 6 décembre dans la salle des congrès du Palais du Peuple. La commission d'organisation se dit déjà prête à 100% avant d'annoncer un dispositif sécuritaire impressionnant.
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la gendarmerie régionale de Conakry, de la ville de Conakry, qui va être renforcée par la sécurité civile. Nous avons signé un contrat de prestation avec une société de sécurité civile qui va venir renforcer l'équipe aussi du Palais du Peuple. Donc sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, nous sommes presque... les contrats sont clos entre la sécurité militaire et la sécurité civile. This train signifie littéralement ce train en français. Sia Tolno, connu pour son audace de s'aventurer sur des terres musicales inattendues, propose de nous embarquer dans cet album qui roule sous la conduite de sa voix rugissante, suave et mélodieuse. Du handball dans cette édition Coupe d'Afrique des Nations handball dames Congo 2018, deuxième défaite de la Guinée depuis le début de cette compétition, battue par le pays organisateur, le Congo, sur le score de 37-20. Depuis Brazzaville, Moussa Campos Souma pour plus de précision. Depuis le dimanche 2 décembre 2018, le Congo abrite la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior, dame deuxième édition, Challenge Feu Edith Lucie Obongo Dimba. Les Guinéennes, après leur faux pas contre l'équipe championne en titre l'Angola lors de la première journée 40-17, l'équipe féminine de handball de Guinée s'est inclinée à nouveau face au pays hôte, le Congo, le lundi 3 décembre dans la poule B 37-20. Devant des supporters congolais acquis à leur cause dans la salle du gymnase Nicole Oba de Brazzaville avant, pendant et après cette rencontre. Pourtant, les Guinéennes se sont montrées très dangereuses dès le début de la rencontre, mais face à des assauts de l'équipe adverse, les dames de la Guinée ont relâché et les Congolaises ont exploité les côtés faibles du Sili handball de Guinée. L'entraîneur des dames guinéennes est déçu du résultat, mais reste confiant pour la suite. Non, forcément, c'est pas un entraîneur abattu, c'est un entraîneur frustré. Parce que quand vous préparez une compétition pendant 6 mois pour pas pouvoir la jouer, vous êtes frustré. Et vous êtes frustré de voir vos joueuses encore plus frustrées que vous, parce que c'est elles les premières actrices. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise à part ça? Nous, on va se serrer les coudes, on va produire le mieux qu'on peut. Et puis voilà. Pour l'entraîneur du Congo, un match ne se gagne pas avant la rencontre. J'ai l'impression que vous pensez que les matchs sont gagnés avant de les jouer. Il y a un adversaire, il faut le respecter. Ils ont de sacrées joueuses. Ils ont une joueuse qui s'appelle Djeneba Touré, qu'on connaît bien nous, parce qu'elle évolue dans un des meilleurs clubs français. Elle ne fait pas de la figuration là-bas. J'ai découvert une autre joueuse, là, Djeneka. Il y a de bonnes joueuses. Le handball, c'est... Mais comme tous les sports, on ne sait jamais qui va gagner à l'avance. Pour se relancer dans cette poule B, il faut impérativement que la Guinée s'impose ce jeudi 6 décembre face au Maroc à 14h temps universel avant de croiser le vendredi 7 décembre la RD Congo à 13h temps universel. Dans l'immensité du grand large congolais, le Kaomba Nord pompe son brut. Vu de l'extérieur, le dernier né des navires du pétrolier Total est un monstre avec son pont de 330 mètres et sa torchière haute de 110 mètres. Mais à l'intérieur règne un monde de promiscuité où chaque mètre carré compte. Sous ses allures de monstre des mers, le dernier né des navires Total offre un spectacle impressionnant. Avec ses 330 mètres de long et une torchère qui culmine à 110 mètres de haut, le Kaombo Nortais extrait du pétrole à plus de 2000 mètres de profondeur au large de l'Angola. Mais à l'intérieur, les dimensions sont tout autres. L'espace personnel est quelque peu réduit pour la centaine de membres d'équipage. En ce moment, nous avons beaucoup de monde à bord, c'est la phase de démarrage. La plupart des lits sont occupés. C'est donc étroit, mais c'est assez confortable et neuf, alors ça suffit, je dirais. Et lorsque chaque mètre carré compte, cuisiniers et agents d'entretien jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement du navire. Avec 23 nationalités différentes et autant d'exigences alimentaires, on n'a pas le temps de s'ennuyer derrière les fourneaux. On travaille beaucoup ici. On a trop de pression.
Mais c'est un défi et mon objectif est de satisfaire tous mes clients. Sur le Kaombo Norte, les journées sont longues et intenses et les loisirs sont rares. Mais pour autant, l'isolement et les conditions de travail difficiles n'effraient pas ces marins un peu particuliers. On passe à côté des dates importantes, la famille, les anniversaires et tout le reste. Mais on a une certaine liberté quand on est à la maison. On a 28 jours pour faire ce qu'on veut. On peut se reposer, voyager. Quant aux femmes, elles ne sont qu'une poignée à bord, mais toutes assurent y avoir trouvé leur place. Je le dis à toutes mes collègues parce qu'ils pensaient que cet environnement n'était peut-être pas adapté aux femmes, etc. Si vous pensez que l'offshore n'est pas fait pour les femmes, regardez-moi, j'y suis et je m'y plais. Une petite bulle loin du monde et des siens. Et pour certains, le meilleur job du monde. La chancelière allemande Angela Merkel s'approche de la fin de sa carrière politique. Il y a un mois, la chancelière annonçait qu'elle ne se représenterait ni à la tête de son parti, ni en 5e mandat à la chancellerie. Première étape de la fin de sa carrière politique d'une exceptionnelle longévité. Lors du congrès des conservateurs de la CDU, elle votera donc pour son successeur à la tête du parti, qui sera peut-être également le prochain chef du gouvernement allemand. Elle était la chancelière indéboulonnable, respectée par les dirigeants étrangers et appréciée des Allemands. Après 13 ans à la tête du gouvernement et 18 à la direction de son parti conservateur, la CDU, Angela Merkel ne se représentera ni à l'un ni à l'autre de ses postes. Affaiblie par les divisions avec ses partenaires de coalition et par une série de défaites dans des scrutins régionaux, elle a dû prendre ses responsabilités. Quand les électeurs nous font clairement passer un message sur ce qu'ils pensent de la formation et du travail du gouvernement au niveau fédéral au cours des 7 derniers mois, c'est un signal clair que ça ne peut plus continuer comme ça. La chancelière avait pourtant déjà surmonté plusieurs crises. En 2011, après d'énormes manifestations, elle annonce l'arrêt des centrales nucléaires. En 2022, en 2013, après la crise traversée par la zone euro, elle est l'un des rares dirigeants européens qui réussit à se faire réélire. Mais une partie de son électorat ne lui a jamais pardonné d'avoir ouvert les portes du pays à des milliers de réfugiés d'Irak et de Syrie en 2015. Réélue après d'âpres négociations de coalition en 2017, la tenace Angela Merkel souhaite aller jusqu'à la fin de son mandat en 2021. Elle veut consolider son héritage politique, donc si elle n'est pas sous pression pour démissionner plus tôt, elle ira jusqu'au bout. Si elle arrive au terme de son mandat, Angela Merkel sera restée aussi longtemps au pouvoir que son mentor Helmut Kohl. Lors de ses débuts en politique, l'imposant chancelier la surnommait la gamine. Elle l'a ensuite remplacée à la tête du parti conservateur. Aujourd'hui, c'est elle qui regarde sa succession s'organiser. Le futur président de la CDU sera peut-être le prochain chancelier d'Allemagne. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous, le programme continue sur Espace TV. Au revoir.